Eh ben, écoute, on va pouvoir y aller. Bon, eh ben, bienvenue Cynthia. Merci, Comment ça va? ça va très bien. T'as l'air en forme? En top. Tu Au reviens de top. vacances, c'est ça? Je reviens du ski, je suis au max. Putain, trop bien, la chance. Des traces de bronzage, etc. Mm, mm. Tu repars en plus bientôt, je crois. Donc en fait, t'es tout le temps en vacances, là. Écoute, c'est un peu l'objectif. Ouais. C'est un de mes objectifs business. Ok, C'est d'être le plus en vacances possible. trop bien, C'est pas facile, mais j'y travaille un peu. trop cool. Bon, avant que tu me parles de toutes tes vacances que tu prends, j'ai une petite question pour toi. Ouais. Moins fun, tout de suite, là, on casse l'ambiance. Qu'est-ce que tu as prévu de faire quand tu seras à la retraite? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire quand je serai à la retraite? C'est une excellente question. C'est très loin. En plus, c'est plutôt d'actualité. En plus, ces sujets-là, écoute, quand je serai à la retraite dans 5 ans, Ah, c'est pas si loin que ça alors. Dans C'est 5 pas- ans. Quel âge as-tu, Cynthia? 35, tu vois, 40, mais life goal. Qu'est-ce que je ferai à la retraite? Écoute, je sais pas. Ce que j'espère faire, en tout cas, c'est revoyager pas mal quand même. Ok. Parce que j'ai eu l'habitude de beaucoup voyager et c'est vrai qu'en bossant, finalement, j'ai moins le temps de voyager. Et c'est un truc que j'aimerais bien refaire, passer du temps à voyager, d'autres cultures, beaucoup. Peut-être faire un peu de sport, ça serait pas mal aussi. Ah, il faut attendre la retraite pour faire du sport? Ouais, parce que là, j'ai une excuse. J'ai une excuse de je bosse beaucoup. Non, voyager, ouais, refaire peut-être un peu de sport, ce serait pas mal. Et remonter à cheval aussi, je pense. Ça serait cool. Donc D'avoir un petit poney et d'aller pouvoir me balader avec. une retraite sur la route, à cheval. À Ouais, traverser, voyager à cheval. à traverser tous les pays du monde à dos de poney, quoi. En vrai, ça serait sympa. Trop bien. Bon, bah écoute, génial. Tu nous enverras des photos. Trop bien, au fond de la Patagonie. Ok, et ta retraite, tu la prépares toi? Je la prépare, écoute, je la prépare en essayant d'investir. Et pour l'instant, je suis assez mauvaise élève sur le sujet. Pour l'instant, j'accumule un peu et puis il faut que je trouve des projets un peu sympas. Je prépare ma retraite. Il faut que j'achète mes bureaux. Ça, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, donc j'ai pas encore acheté mes bureaux, mais j'y travaille ardemment. Et puis après, ouais, plutôt essayer de la préparer plutôt en investissement immobilier ou autre, Ok. d'un Bon. point de vue financier. Donc, Bah, tu vas nous en dire davantage. Ouais. Mais avant de venir justement sur tes investissements que tu as prévu de faire ou que tu as déjà peut-être mené, est-ce que tu peux te laisser te présenter? Ouais, tout à fait. Cynthia, j'ai 35 ans. Récemment, j'ai monté une boîte qui s'appelle... Bientôt la retraite, effectivement. Bientôt la retraite, tu vois. J'ai monté une boîte qui s'appelle Leo Square il y a bientôt 7 ans. Je venais pas du tout du monde de l'immobilier. C'est une société qui fait de l'accompagnement des entreprises sur tous leurs projets immobiliers, principalement bureaux, recherche de bureaux. Je venais pas trop de là à la base. J'ai plutôt un background finance. Et puis, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai monté une boîte sur un sujet perso. À l'époque, je cherchais à acheter mon appart, j'avais pas le temps, et j'ai fait appel à un chasseur d'appart. C'était en 2004, je crois, 2003. Ça n'existait pas encore très bien le concept de chasseur d'appart. C'était naissant, ouais. Ouais, c'était naissant, et en fait, je me suis dit, c'est très cool parce que ça s'adapte bien à des gens qui n'ont pas le temps de chercher, et sur un marché parisien où il faut être hyper réactif, ça a du sens. Et donc, j'ai quitté mon boulot pour monter ma boîte. J'avais toujours eu envie de faire ça. Et sur ce principe-là, en fait, de mettre en avant cette profession de chasseur d'appart, qui était à l'époque pas forcément très démocratisée. Et donc ça a commencé comme ça, plutôt sur un marché B2C, de mettre en relation des chasseurs d'appart avec des particuliers. Et on a été incubé dans un incubateur qui s'appelait le Village by CA à Paris, avec une petite centaine de startups. Et en fait, assez étonnamment, les gens venaient nous voir pour savoir si on faisait aussi de la chasse de bureau. En disant, vous faites de la chasse d'appart, mais nous, on doit déménager bientôt. Et en fait, là, on n'a pas du tout anticipé, on ne sait pas qui appeler. Est-ce que vous faites de la chasse de bureau? Et c'est comme ça que Leo Square est né, à peu près 1 an et demi après, à faire un petit pivot B2C, B2B. Okay. Et depuis, voilà, on accompagne des startups, mais pas que, dans leurs projets bureau. Alors, Cynthia, on se connaît un peu, ça fait quelques années qu'on se croise, mais alors tu m'apprends un vrai truc là, je savais pas que tu étais une précurseur de la chasse d'appart, que tu étais arrivée même bien avant nous.
dans ce marché que tu as abandonné du coup pour te mettre à fond dans le bureau. Alors raconte-nous un peu le métier de Léo Square, exactement, qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe pour un client, c'est qui vos clients d'ailleurs? Alors nous, on est sur du marché très parisien aujourd'hui. Okay. Nos clients, c'est principalement des startups scale-up. Probablement parce qu'on a un marketing et un positionnement qui est plutôt bien adapté. L'idée, c'était vraiment de pouvoir se positionner vraiment comme un conseil pour les entreprises avant d'être un conseil pour des propriétaires bailleurs et de se dire en fait on va créer un service qui a pour objectif de faire gagner le maximum de temps aux entreprises et de leur assurer de faire les bons choix par rapport à leur bureau. Donc on les accompagne à la fois sur une réflexion stratégique, est-ce qu'il faut changer de bureau, est-ce qu'il faut aller en coworking, est-ce qu'il faut prendre ses bureaux, du bail flexible, du 369, acheter. Okay. Et une fois qu'on a défini ça avec eux, après on s'occupe de toute la partie prospection, recherche de bureau, négociation. Et on les aide aussi sur toute la partie emménagement. Donc moi je suis dirigeant d'une boîte qui peut-être voilà, en croissance, comme beaucoup de tes clients, du coup startup scale-up. J'ai envie j'ai besoin d'un nouvel espace. Tu vas vraiment pouvoir me faire une étude de marché complète, me conseiller en fonction de où est-ce que j'en suis, mon plan de recrutement peut-être, je sais pas jusqu'à quel point vous allez dans ce niveau de détail, et de me dire bah oui là peut-être ça fait plus de, enfin, si tu prends du bail flexible au vu de ton besoin, voilà, ça va te coûter tant, etc., etc. C'est ça que vous apportez comme prestation notamment? Oui, exactement. En fait, c'était le constat de se dire, tu as des conseils en stratégie immobilière. Alors, c'est un mot assez gros pour des entreprises, pour des grosses entreprises, mais tu n'en as pas pour des startups ou des petites boîtes. Et en fait, c'est crucial effectivement de réfléchir à qui tu es, c'est quoi tes projets de croissance, quelles sont tes finances, est-ce que tu as du cash mobilisable ou pas, quels sont tes enjeux à court terme de levée de fonds ou autre. Et en fonction de tout ça, en fait, on va un peu modéliser c'est quoi la roadmap de tes bureaux la plus efficiente d'un point de vue croissance et d'un point de vue financier. Donc, c'est effectivement te conseiller, est-ce que c'est du coworking, est-ce que c'est des bureaux indep, quels sont les coûts à prévoir, comment les anticiper pour éviter justement toute mauvaise surprise. C'est vraiment du conseil avant même de la recherche. Ok, d'accord. Et ça, tu fais, c'est une prestation que vous faites facturer ou après vous rémunérez d'une autre manière? Alors, on se rémunère, c'est uniquement au succès, c'est quand une transaction est faite. Donc toute la partie en fait de conseil, de réfléchir avec nos clients, c'est une phase amont qu'on fait, qui est intégrée aux honoraires qu'on aura potentiellement plus tard, mais en fait on préfère passer beaucoup de temps à réfléchir avec nos clients à la bonne solution et que le jour où ils se lancent dans un projet, en fait, on soit bien d'équerre sur qu'est-ce qui est le mieux pour eux pour lancer le projet. Mais parfois il n'y a pas de projets qui sont liés. Et c'est pas grave, c'est pas quelque chose qu'on facture. L'idée, c'est d'abord de fournir un conseil et on sait que si le conseil est bon, les gens reviendront nous voir plus tard quand le projet sera mûr. Ouais, ok, trop bien. Et donc toi, maintenant, tu n'es plus chasseuse d'appart, tu es chasseuse de bureaux à louer, à acheter. Vous accompagnez beaucoup de boîtes sur d'achat et donc du coup à Paris, c'est ça tu as dit, uniquement à Paris ou Île-de-France peut-être? Paris et proche couronne. Ouais. Okay. Ouest. La plupart des projets sont à Paris pour nous aujourd'hui. Après, on va là où nos clients veulent aller aussi. On est assez flexible et agile là-dessus, mais très Paris. Ouais. Ok. Personne veut aller je sais pas moi, à l'est, à Charenton-le-Pont, non, à Vincennes, personne n'a de bureau à Vincennes. T'en as, mais pas vraiment nos clients. En tout cas, on n'a pas forcément cette cible-là. Et c'est vrai que depuis que tu as eu la période Covid, tu as eu un impact sur l'immobilier de bureau qui était assez fort. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que toutes les entreprises qui étaient en périphérie de Paris, elles se sont recentrées justement sur Paris même, quitte à avoir des bureaux plus petits, mais de se dire, en fait, il faut qu'on soit accessible, il faut qu'on soit central. Et donc la tendance, elle vient plutôt en faveur de Paris intramuros que de la province. Ça, c'est la vraie tendance que tu notes après le Covid. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vraiment à la suite de cette petite grippe qui nous a tous touchés il y a quelques années là? En fait, je pense que ce qui a changé fondamentalement, c'est ton rapport, c'est le rapport au travail d'un point de vue général. Je pense que les gens se sont vraiment posé la question de est-ce que leur boulot avait du sens? Est-ce qu'ils avaient vraiment envie d'être là où ils étaient à ce moment-là?
Et de façon assez corollaire, en fait, ça a eu un impact sur l'espace de travail et le bureau. C'est-à-dire pourquoi je vais au bureau, en fait. C'est quoi mon intérêt d'aller au bureau, qu'est-ce que je vais y faire, qui je vais y trouver. Et donc, les entreprises ont plutôt eu cette logique de se dire, pour convaincre les collaborateurs de venir au bureau et qu'il y ait vraiment un sens au fait qu'ils viennent, eh bien, il faut que le bureau soit plus qu'un lieu où on travaille, mais plutôt un lieu où on collabore et un lieu où il soit facile de venir et qu'il soit agréable de venir. Okay. Et donc, assez naturellement, ils ont fait le choix d'être le plus central et le plus accessible possible, parce que des boîtes qui avaient des bureaux, je sais pas, sans partir très loin, mais à Levallois ou même à la Défense, en fait, les gens n'avaient plus envie d'y aller. C'était trop loin et de se dire, mais je peux télétravailler, donc pourquoi j'irai là-bas? Pourquoi je ferais 2 heures ou plus de trajet par jour? Et donc, les entreprises se sont dit, on va revenir dans le centre de Paris, et si on n'a pas les moyens, on va prendre des bureaux plus petits, on va offrir des solutions en coworking à nos collaborateurs. Et ça, on le voit vraiment, cette notion d'accessibilité et d'avoir un espace où il y a du sens. Ok. Et ouais, pourquoi tirer dans un bureau peut-être immense où tu fais quand même une visio avec tes collègues entre les étages parce que tu n'as peut-être pas cette salle de réunion, j'en sais rien. Effectivement, pourquoi pas, qu'est-ce qui vraiment te motive à revenir au bureau alors que tu peux rester chez toi et faire peut-être le même boulot. Tu as des histoires de boîtes comme ça qui ont totalement abandonné leur grand bureau, ouais. Et qui ont totalement réaménagé leur bureau, je sais pas, qui ont mis des salles de sieste, des salles de partout parce qu'ils avaient trop de place et où qu'ils ont vraiment réussi à réinventer aussi leur bureau pour faire venir justement les collaborateurs. Ouais, tu as des boîtes qui ont plus de bureaux, qui sont en full remote. T'en as pas beaucoup. Pas bon pour toi ça. Pas bon pour moi, c'est vrai. Mais t'en as pas tant que ça. Et la plupart de ces boîtes-là, même sous couvert de se dire c'est pour le bien-être, tu as quand même une logique financière derrière qui est assez forte. De se dire, en fait, avoir des bureaux, ça coûte cher. Et donc, arriver à avoir une politique de boîte en full remote, ça a du sens aussi d'un point de vue financier. Donc, tu as quelques boîtes comme ça, mais tu n'en as pas beaucoup. Par contre, la plupart ont réaménagé leurs bureaux pour en faire des espaces où tu collabores et où tu vas plutôt, pas forcément travailler tout le temps et sur des tâches longues, mais de se dire tu viens au bureau pour voir tes collègues, pour échanger avec eux, pour brainstormer, et donc tu as beaucoup plus d'aménagements liés à des salles de réunion qui ont changé d'aménagement. Aujourd'hui, les boîtes, elles ont besoin d'avoir des systèmes de visio plus performants parce que tu bosses beaucoup plus en visio qu'avant. Ouais, c'est sûr. Donc les équipements des salles de réunion ont changé et tu as de plus en plus de demandes d'avoir des espaces de vie avec des grandes cuisines, avec des espaces détente. En fait, les gens ont envie de se retrouver, déjeuner ensemble au bureau, bosser ensemble dans des conditions presque même plus sympas que chez eux. Et tu viens pas faire la même chose au bureau, je pense, que ce que tu fais chez toi. Tu vas faire tes réunions d'équipe, travailler sur des ateliers de brainstorming peut-être, ou tes tâches de fond, vraiment, tu les fais chez toi, quoi. Où t'es pas dérangé, exactement. Tu vois, les moments où tu as besoin vraiment de bosser un peu hard, où t'as pas envie qu'on vienne te déranger, tu le fais chez toi. Par contre, les moments où tu as besoin de créer, de collaborer, ça tu viens le faire au bureau. Mais encore faut-il que ton bureau, ça soit facile d'y venir et que l'aménagement s'y prête. Donc tu as eu beaucoup de boîtes qui ont, sans forcément changer de bureau, réaménagé l'espace pour plutôt correspondre aux enjeux, avec une logique un peu flex office, de dire plus personne forcément un bureau attitré. Tu vois, on a moins de bureaux que de collaborateurs et les gens s'installent un peu où ils veulent. Il y a une rotation qui se fait de façon plus ou moins ordonnée. Ça aussi, gros changement. C'est plus Jérôme de la compta qui a son petit coin bien délimité et où il n'en bouge jamais. Finalement, maintenant, il y a de plus en plus de boîtes, je pense que tu le confirmes, qui passent en flex office. Ça, tu mets des casiers à l'entrée des bureaux, tu déposes ton matériel le soir quand tu pars, tes affaires perso. Tu fermes ça et puis le lendemain, tu réouvres, tu reprends ton matos, tu te réinstalles là où il y a une place de libre, c'est ça? Ouais, exactement. Tu as beaucoup de boîtes qui font ça aujourd'hui. Et la plupart ont moins de desks que de collaborateurs. Et effectivement, tu t'installes un peu soit là où tu veux et là où il y a de la place à un moment. Après, tu as des boîtes qui se sont un peu plus structurées là-dessus et qui ont des applis qui leur permettent de gérer leur flex office, où tu dis tiens, je sais que Michel il est là demain et je vais réserver le desk à côté de lui parce qu'il faut que je lui parle sur un truc. Donc chaque boîte a un peu son mode opératoire.
Mais ce qui est certain, c'est que la plupart des boîtes aujourd'hui font du télétravail. Donc comment tu l'organises, qui vient quand, est-ce que c'est tout le monde au bureau au même moment, est-ce que c'est des rotations? T'as pas encore forcément un schéma qui s'est imposé comme une espèce de norme, si ce n'est que la plupart des boîtes font en moyenne 2 jours de télétravail. Ça commence à être vraiment la grosse moyenne. Tout type de secteur, tu constates? Ouais, tout type de secteur. C'est d'autant plus vrai chez les startups. Tu as encore des boîtes un peu plus corpo qui ont du mal forcément à avoir un rythme de télétravail soutenu. Cela dit, on voit de plus en plus de clients qui nous disent ok, il faut qu'on arrête de faire autant de télétravail, il faut que les gens viennent au bureau. Et tu as un peu un rétro-pédalage là qu'on voit depuis quelques mois de boîtes qui se disent ok, en fait on a été peut-être trop en télétravail et aujourd'hui je veux que les équipes reviennent. Ok. Donc là, trop bien pour toi parce qu'après avoir passé sur des bureaux plus petits il y a 2 ans, ils viennent te voir encore à nouveau pour dire en fait, Cynthia, il nous faut des bureaux encore plus grands. Ouais, après on n'a pas. En fait, le marché a été. Nous, on a fait une super année en 2021, on a fait une très belle année 2022, donc qui sont des années post-Covid, parce qu'il y a du mouvement en fait. Ça a créé du mouvement et n'importe quel business, en fait, c'est pas tant est-ce que les gens prennent plus grand ou plus petit. Le plus important, c'est que les gens bougent et de se dire aujourd'hui, une équipe de 150 personnes, elle va prendre 300 mètres carrés, alors qu'avant, c'était une équipe de 30 qui prenait 300, mais dans le fond, t'en fiches. L'important, c'est que le marché soit en mouvement. Après, c'est juste les besoins qui changent, mais la volumétrie de deal a été plus importante en 2022 qu'en 2021. Hyper intéressant. À Paris, j'entends. Ok. Et t'as des ratios comme ça, c'est hyper intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous avez mené des études là-dessus très précises, mais ou si tu as d'autres chiffres de l'industrie. Mais voilà, quand tu es 10 personnes dans une boîte, en moyenne, elles ont quoi comme surface? Ou quand tu es 100, pareil, comment est-ce que tu aurais un ordre de grandeur comme ça à nous transmettre? La norme AFNOR qui n'a pas trop bougé, c'est de dire c'est 10 mètres carrés par personne. Donc ça, c'est un peu une moyenne. Après, ce qu'on voit, tu es 10 personnes, tu as 100 mètres carrés, tu es 20, tu en as 200. Nous, on voit plutôt un ratio 8 mètres carrés par personne aujourd'hui, donc un peu plus petit. Parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher. Après, on n'a pas vu autant qu'on aurait pu s'y attendre une réduction des surfaces de bureaux. Les gens n'ont pas forcément pris beaucoup plus petit, sauf s'ils étaient contraints de façon budgétaire. C'est plus, encore une fois, qu'ils ont pris la même surface, mais ils ont dédié beaucoup plus d'espaces de vie et de salles de réunion qu'ils en auraient dédié avant. Et c'est plus la répartition poste de travail, espace de vie, salle de réunion, qui aujourd'hui est proche de presque un tiers, là où avant, tu avais beaucoup plus d'espace de travail. Et le marché parisien se porte très bien sur l'immobilier de bureau, parce que tu vois, aujourd'hui, dans le centre de Paris, le taux de vacances, c'est 2%. C'est-à-dire que 98% des immeubles de bureaux sont occupés. Et tu as des zones, tu vois, rive gauche, où voilà, on a des recherches pour des clients côté rive gauche, Montparnasse, ce coin-là, c'est 1%, 1,5% de vacances, il n'y a rien. Dans certains, dans les arrondissements type 6e, 5e, mais tu n'as pas d'offre du tout de bureau. Donc il n'y a pas eu ce phénomène que tout le monde pressentait ou clamait de dire le bureau est mort, il y aura des bureaux partout à louer. C'est pas vrai. 2% de taux de vacances, c'est extrêmement faible et ça tire les prix vers le haut. D'accord, hyper intéressant. Et juste pour revenir à cette histoire de ratio, c'est 10 mètres carrés par personne, ça c'est par personne qui l'occupe du coup. Mais maintenant, vu que voilà, un effectif d'une boîte qui est 100 collaborateurs ou avec 2 jours de télétravail par personne, entre guillemets, ils ont du coup diminué aussi. Tu dirais qu'ils n'ont pas forcément 1000 mètres carrés de bureau, quoi. Ils prennent peut-être 700 mètres carrés parce qu'il y a un roulement, les équipes sont jamais 100 personnes à l'instant présent. T'as ça, effectivement, mais comme je te dis, en fait, ils ont les espaces de travail où tu aurais pu réduire la surface, en fait, ils ont été réutilisés sur des espaces de vie. Donc finalement, tu as un peu de réduction de surface, mais pas tant que ça. Ou en tout cas, sur des créneaux comme le nôtre, où on est plutôt entre, on va dire, 100 et 2000 mètres carrés, tu n'as pas énormément de rationalisation à la baisse de tes surfaces. Après, sur des
grosses opérations, des grosses boîtes, c'est très différent. Tu vois, des sièges sociaux de Danone, de LVMH ou autre, c'est des problématiques qui sont différentes. Mais sur une boîte, une PME entre guillemets classique, si tu n'as pas de contraintes budgétaires, en fait, tu réutilises l'espace différemment. Et alors, hyper intéressant ce que tu nous fais part sur la tension du marché parisien. Ça me surprend pas du tout, effectivement, parce que je pense que les gens ont envie de se recentrer, quoi, vraiment plus proche des transports, plus proche des pôles économiques pour pouvoir aussi offrir à leurs collaborateurs des bureaux mieux placés, quoi, qui eux sont en télétravail peut-être un temps dans la semaine. Et c'est pas ton marché, mais est-ce que tu as des statistiques ou d'autres infos là-dessus sur le taux de vacances, par exemple à Vélizy? On se dit, mais est-ce qu'il faut, enfin, moi je réfléchis en tant qu'investisseur, tu vois, est-ce que j'ai pas investi perso dans des bureaux dans le tertiaire à l'heure actuelle, mais pourquoi pas un jour, tu vois, et je me dis, mais à Paris, ouais, j'achète. Bon, tu vas me reconfirmer qu'il fallait. Tu vas voir, c'est pas obvious. Mais... Bon, alors on en reparle juste après. Mais tu vois, je me dis à Vélizy, je sais pas, il y a 15 000 tours de bureaux différents. Je me dis, c'est quoi l'effet Covid là-dessus, quoi? Est-ce que la tension, elle est la même qu'avant, ou est-ce que c'est la cata, quoi? Eux ont souffert. Alors, je suis pas expert du marché à Vélizy, mais ce qui est certain, c'est que la proche couronne parisienne, et encore pire, la deuxième couronne a vraiment souffert du Covid. Et tu le vois, la Défense, c'est vidé. Tu as des boîtes comme EY qui reviennent dans le centre de Paris. Tu as du mouvement. Tu as un vrai mouvement de se dire, ok, on sort un petit peu de l'approche couronne. Et nous, on a des clients qui étaient historiquement sur ces zones-là, alors pas forcément Vélizy, mais des Levallois, des Gennevilliers ou autres, qui reviennent à Paris. Donc ça vide ces espaces du bureau. Je suis pas certaine que ce soit le meilleur investissement d'aller tout de suite acheter beaucoup de mètres carrés là-bas. Après, à Paris, d'un point de vue purement invest, c'est pas non plus des rendements incroyables. Mais ouais, on peut y aller. Alors ça coûte combien d'acheter ou ça coûte combien de louer ou d'acheter un bureau, par exemple, à Paris? Alors, je sais que tu vas me dire, ça dépend si c'est dans le 20e ou dans le 8e, les triangles d'or. Bien sûr, c'est pas les mêmes prix, mais ouais. Le prix moyen à Paris, c'est 650 € du mètre à louer. À louer, ok. À louer, ça c'est une moyenne, donc forcément c'est plus tu vas être sur des arrondissements périphériques et plus tu vas plutôt descendre sur des valeurs à 500, voire en dessous de 500 du mètre. Dans le 8e, tu es à 1000 €. Non, dans le 8e, heureusement, tu n'es pas à ça, mais tu es plus autour de 700, voire 750. Okay. Aujourd'hui, le triangle d'or, d'ailleurs, tu vois, l'historique triangle d'or, Champs-Élysées, Georges V, Co, a finalement perdu de l'attractivité parce que c'est historiquement une zone qui a été très recherchée par les entreprises. Maintenant, tu as beaucoup plus de start-up, d'entreprises, entre guillemets, d'une nouvelle génération. Le triangle d'or, il s'est déporté un peu à droite. Côté Opéra, Sentier, Grand Boulevard. C'est un peu le nouveau triangle d'or. Et là, ouais, tu as des valeurs autour de ça, 650, 700 € du mètre. À l'achat, c'est un marché qui est très, très difficile, enfin très, très particulier. Tu as très peu de bureaux à vendre. Tu as vraiment une poignée d'offres, si tu veux. Et les prix, tu as une moyenne qui est autour de 12-13 000 du mètre. Mais tu as souvent des envolées à 20, 25 000 ou 30 000 € du mètre. C'est pas rare sur des immeubles bien placés qui ont des immeubles indépendants haussmanniens. Tu peux très facilement passer la barre des 20 000. Ouais, et puis ça je le comprends à 100%. J'avais fait l'expérience parce qu'on avait quand même regardé avec mon associé il y a quelques années à voir si au moment de changer de bureau pour Bivouac, est-ce que ça fait sens d'acheter les nôtres. Effectivement, tu n'as pas d'offre, c'est un enfer. Il n'y a rien qui sort et les seuls trucs que tu vois sur le marché en fait c'est des trucs pourris dont personne veut parce qu'à la disposition tu n'arriveras jamais à en faire un truc exploitable. T'as 100 mètres carrés sans fenêtre mais tu peux mettre personne dedans, tu vois. Ou des souplexes, des trucs que tu peux peut-être exploiter quand même de temps à autre. Mais tu vas payer cher. Tu vas payer cher. La plupart des offres, c'est des rez-de-chaussée. Et effectivement, quand tu vois une offre de bureau, sachant que c'est un marché qui est extrêmement pénurique, si tu la vois
sur une plateforme, c'est que généralement, elle a été travaillée bien en amont et que si personne n'en a voulu, c'est que c'est peut-être pas le meilleur plan de la Terre. Après, tu as des super bons plans. Hein. Nous, on fait des opérations avec des clients sur des offres qui sont on-market, qui restent intéressantes. Mais ouais, c'est un marché où c'est très cher pour la plupart. Ça demande d'avoir les reins solides et t'as pas beaucoup de bons produits. Tu dirais que c'est quoi? C'est 80% des deals que vous faites, c'est off-market? La plupart, oui. Okay. Après, ça dépend ce que tu appelles off-market, mais donc ça n'arrive pas sur une plateforme. Ça n'arrive pas sur une plateforme. Voilà. Il faut bosser avec des intermédiaires qui, eux, vont avoir leur réseau d'autres brokers, de propriétaires, de foncières. Et c'est un marché très différent si tu souhaites investir à titre vraiment d'investisseur ou si tu t'achètes tes bureaux pour ton utilisation perso en tant qu'entreprise. Et donc, on va vraiment différencier la vente utilisateur de la vente investisseur. Ok, pourquoi? Parce que déjà, tu n'as pas les mêmes prix. Globalement, un investisseur, c'est plutôt des opérations de marchand. Donc, tu vas aller acheter des choses qui sont dans un état pourri, tu vois, où tu vas aller faire du value add dessus, où tu vas aller te cogner, d'aller faire les permis, d'anticiper des projets de surélévation ou autres. Et là, tu vas faire vraiment des opérations qui peuvent être des belles opérations d'invest avec des forts rendements. Quand tu es sur de la vente utilisateur, il ne faut pas t'attendre à avoir un super rendement. Mais par contre, tu investis ton argent et plutôt que d'aller mettre un loyer tous les mois qui disparaît par la fenêtre, tu vas jeter l'argent par la fenêtre, et ben, au lieu de le jeter par la fenêtre, tu le mets dans la pierre. Ouais. Voilà, donc tu as un peu cette logique-là, mais tu ne vas pas chercher du rendement quand tu es en tant qu'entreprise à acheter tes locaux. Ouais, bien sûr, tu as les mêmes critères. Écoute, passionnant, on peut en parler encore pendant des heures, il y a plein de trucs à creuser. J'ai envie d'un peu de revenir sur toi. Comment t'es tombé là-dedans, toi? Comment t'en arrives à vendre des bureaux à plusieurs millions d'euros, j'imagine, à Paris? Raconte-moi. Écoute, c'était pas forcément prévu. C'est un peu l'histoire d'effectivement, un peu le marché. Incubateur, le marché qui est venu nous voir en fait. Hein. À la base, j'avais pas prévu de monter une boîte dans l'immobilier de bureau. Je voulais faire mon truc de chasseur d'appart parce que je connaissais le sujet. Et puis, en fait, c'est venu. Le service s'est développé, la boîte s'est développée par les attentes de nos clients en fait. C'est vraiment, tu avais des gens qui venaient nous voir en disant j'ai besoin d'aide parce que j'ai pas le temps pour chercher mes bureaux, donc est-ce que vous pouvez m'aider? Donc on a commencé par ça, on a fait des premières recherches sur des espaces de coworking, sur des 5-6 postes. Après, les gens sont venus nous voir en nous disant moi je veux plutôt une solution long terme, donc je veux un bail commercial, un 369, je veux rester là-bas longtemps. On dit ok, on va apprendre, on va le faire. Puis après, les gens sont venus nous voir en disant je veux acheter. On dit ok, on va le faire. Et puis dans le dur, tu vois, mais on a appris et j'ai appris beaucoup. Alors, c'était pas mon métier à la base, mais donc ça a demandé quand même beaucoup d'investissements perso. D'apprendre, de m'enseigner, de bien comprendre et de bien m'entourer aussi. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de confrères ou de partenaires qui nous ont portés là-dessus. Mais ouais, je suis tombée dedans un peu par hasard et portée par mes clients. Trop bien. Et alors, 7 ans, c'est ça? C'était 7 ans après. Ça va faire 7 ans au printemps. 7 ans au printemps, trop bien. Alors, c'est quoi le constat? On regrette? On est content de bosser dans l'immobilier, non? C'est chouette. Est-ce que ça va faire que tu le referais pas sur ce même marché? Je pense que tu pourrais toujours faire des choses différemment. Tu vois, si tu regardes dans le rétro, il y a plein de trucs. On aurait peut-être bougé plus vite sur des secteurs ou autres. On aurait peut-être pivoté plus tôt. Je regrette vraiment pas. C'est un secteur, moi j'adore, parce que c'est passionnant en fait. Le produit est génial. Moi j'adore le produit, de voir des immeubles, la pierre, c'est un truc, ça paraît con, mais en fait. Toi encore maintenant Ouais. Ah ouais, trop bien. Et c'est vraiment un truc où j'ai envie. Je veux vraiment accompagner des clients. Alors je ne peux pas en accompagner autant que j'aimerais, mais j'ai toujours des clients et c'est un truc que je veux garder, même si la boîte continue de grandir demain, parce que tu vois des espaces incroyables, tu vois des bureaux. Alors, tu vois peut-être moins de trucs aussi incroyables et diversifiés que sur de l'habitation, parce que tu rentres vraiment en habitation dans des univers qui sont perso et qui sont probablement plus forts que du bureau. Mais tu as des hôtels particuliers avec des vues mais dinguissimes, tu as des histoires d'industrie sur des trucs qui sont chouettes.
c'est un secteur qui est extraordinaire parce qu'il est mouvant en fait. Trop bien. Trop bien. Ouais, puis enfin, moi je te rejoins à 100% dans ce que tu exprimes là, parce que quand tu arrives dans un lieu, en fait, il y a tout de suite, tu t'imprègnes d'une histoire, tu t'imprègnes d'un. Et puis t'es pris par voilà, l'endroit qui découle, le volume, et surtout à Paris, tu as des endroits qui sont juste à soupçonner. Je me baladais pas loin du Marais ce week-end. Tu arrives, tu passes dans des cours, en fait, tu découvres derrière des bâtiments ultra modernes. Alors que tu vois, dans le Marais, c'est quand même que la vieille pierre, etc. Et des trucs incroyables. Bon, il n'y a pas y avoir non plus des centaines, des trucs comme ça, mais il y a des gars qui ont réalisé ça. Et le bâtiment sorti du futur, et tu vois à côté de ça aussi, pareil, des anciens, je pense, des anciens ateliers qui ont été réaménagés. Avec des énormes verrières, c'est incroyable quand même, avec des espaces qui sont incroyables. Je pense que c'est hyper chouette de pouvoir mettre un pied là-dedans et de se projeter aussi avec tes clients dans ces projets-là, hyper excitant quoi. Ouais. Et Paris, c'est une ville qui est incroyable pour ça, parce que c'est une vieille ville. Donc tu as des bâtiments qui datent de 1700, 1800, tu as des histoires, tu as encore les plaques tu vois, qui te racontent qui a vécu là, quelles industries étaient là. Donc c'est à la fois un métier qui est très business évidemment, mais qui est architectural, qui est historique. Et c'est ça que je trouve qui en fait un métier qui est passionnant, c'est que tu rentres dans l'univers d'un lieu au départ et tu le transformes avec l'intention d'un occupant qui peut être un particulier ou une entreprise, mais tu as un réceptacle qui est par essence très beau, tu vois, les immeubles parisiens sont enfin, moi j'adore. Et après, c'est qu'est-ce que tu en fais à l'intérieur. Et parfois, tu as une dichotomie hyper forte entre la vieille pierre, l'historique d'un bâtiment et à l'intérieur, un truc hyper moderne, une verrière dernier cri, où tu te dis, mais comme les choses cohabitent de façon assez étrange et magnifique en même temps, quoi. Génial, génial. Bon, ben, avant de refaire un petit passage sur tes investissements immobiliers, peut-être une dernière question sur Léo Square. C'est quoi la vision de Léo Square? Où est-ce que tu veux emmener cette boîte dans, je sais pas, dans 5, 10 ou 15 ans? Continuer à être en vacances, c'est ça que tu m'as dit? 5 ans, du coup, la vision s'arrête dans 5 ans. 5 ans, je plie bagage. Non, c'est pas vrai. La vision que j'en ai pour Léo Square, c'est vraiment d'en faire une référence du conseil pour les entreprises et basée avec une valeur très forte sur le service. C'est-à-dire aujourd'hui, je crois vraiment au fait que des acteurs sur le marché immobilier, dans un marché qui se plateformise, qui se digitalise beaucoup, l'humain doit rester central parce que c'est des projets qui restent des projets d'envergure et des projets d'hommes, avec un grand H. Et que moi aujourd'hui j'ai vraiment envie que Léo Square soit une référence de dire tu as une question, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin qu'on t'aide sur un projet, tu as envie d'avoir un accompagnement qui soit clé en main et de A à Z, bah c'est nous que tu viens voir. Et que un peu de la même façon, je prends toujours en référence un peu voyageurs du monde, qui connaissent un peu le tourisme, c'est de dire bah voilà, tu parles pas forcément à tout le monde, tu parles à des gens qui ont besoin d'un service sur mesure, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de conseils, c'est ça qu'on a envie d'incarner et de progresser dans les années à venir. Trop bien, ok. Donc c'est ouais, je vois cette agence de voyage un peu sur mesure qui a été. Je ne suis jamais parti en vacances avec eux, peut-être expérimenter toi, mais j'imagine donc toi que Léo Square c'est vraiment le conseil sur mesure demain pour tout type de projet immobilier d'envergure. Ou pas d'ailleurs, ou pas forcément d'envergure, c'est pas forcément de se spécialiser sur une niche haut de gamme ou premium, c'est vraiment pas ça, c'est de dire justement tu as un conseil de qualité quelle que soit la taille de ton entreprise en fait, et t'as pas besoin d'être une boîte du CAC 40 pour faire appel à un conseil immobilier, et quand on dit conseil, c'est un vrai conseil, un conseil sur le bien, sur les sujets financiers, sur les sujets juridiques, et de se dire en fait voilà, même si tu es une boîte de 5 personnes, on est la référence que tu viens voir, et puis on va avoir un accompagnement qui sera différent en fonction des enjeux et des tailles des boîtes, mais en tout cas on aura un vrai conseil et tu auras quelqu'un humain derrière qui va être avec toi sur le long terme. Trop bien, trop bien. Et alors pour rebondir sur tu parles de projet immobilier, toi tu as déjà investi dans la pierre, je crois que tu avais acheté ton appartement, c'est ça, en 2000? Oui, j'ai acheté mon appart. Résidence principale, c'est ça? Résidence principale, ouais.
Donc c'était déjà un bon morceau. Trop bien. Et là, mon prochain projet court terme, c'est d'acheter mes bureaux. Oui. Arrêtez avec l'adage, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Enfin, passez le pas. Mais c'est terrible parce qu'à chaque fois que je vois un bureau sympa, le problème c'est que je le présente à des clients qui l'achètent. Tu vois, genre un travers très fort là-dessus. Mais ouais, le projet d'investissement de mes bureaux, je pense que c'est le plus... Enfin, déjà, c'est un projet qui me parle parce que c'est mon métier. Et c'est des bons investissements, je pense, long terme, quand tu as une boîte qui le permet, en tout cas. Donc ça, c'est l'investissement court terme. Et puis après, essayer d'investir peut-être sur d'autres sujets, pas forcément que immobilier. Des trucs qui font envie, Ouais, je pense que le côté un peu investir dans des boîtes ou dans des projets, c'est un truc que j'ai pas fait, mais que j'aimerais faire. Tu vois, de passer peut-être plus de temps aussi à transmettre, à conseiller des boîtes et de les accompagner aussi de ce point de vue-là. Ouais. Pas que placer des sous, mais aussi accompagner, aider peut-être des boîtes à se monter, à se développer. Ouais, c'est un truc que j'aimerais vraiment bien, tu vois, de porter. Dans un secteur particulier aussi. Pas forcément. Moi, j'ai bossé dans plein de secteurs différents avant de monter Léo Square. J'ai bossé chez Bouygues Télécom dans les télécoms. Après, j'ai bossé en private equity, dans du tourisme. Enfin, j'ai fait plein de secteurs. J'ai pas forcément un secteur particulier. Je pense que le plus important, c'est d'investir dans des secteurs qui te parlent et que tu comprends. Tu vois. Et des boîtes en règle générale qui ont un produit ou un service. Moi, je suis plutôt dans le service que dans le produit d'ailleurs. Ou d'ailleurs, j'ai un input à avoir sur les investissements aussi. Tu vas d'aider au-delà du sujet financier. Ouais, génial. Donc quand tu parles d'acheter tes bureaux, en fait, demain, c'est toi qui achètes ou c'est la boîte qui achète? Comment est-ce que tu structures ça? J'imagine que tu as un peu réfléchi, tu as envie de nous en parler, ou comme tu vois que tes clients aussi font ça, peut-être tu as des choses, des bonnes pratiques que tu as envie de nous transmettre là-dessus? Je pense que ça dépend un peu du schéma de chaque boîte. Le schéma qu'on retrouve le plus souvent et qui sera le nôtre aussi, c'est le schéma de holding, tout simplement, où en fait tu remontes les dividendes d'une société commerciale dans ta holding qui permet après d'investir sur d'autres véhicules sous-jacents et de décorréler les sujets. Parce que la petite problématique que tu peux avoir quand c'est ta société qui achète des bureaux directement, c'est que du coup elle rentre dans le patrimoine de l'entreprise. Et donc si demain par exemple tu cèdes